On va parler plus d'occlusodontie, ou en tous les cas d'occlusion, de facteur occlusal. Donc déjà, je voudrais vous montrer ces deux photos et ce petit texte. Une structure est en situation d'équilibre lorsque toutes les forces qui agissent sur elle sont égales et gardent ce corps dans un état de repos qui peut être précaire. Et donc on est franchement plus dans la situation, en ce qui nous concerne, de ces deux personnages que dans la situation de la pyramide. Alors, ça peut être rigolo parce qu'en fait, ça, si on considère que la planche c'est le parodonte, il est clair qu'il faut que le parodonte soit assez fort pour maintenir les gens en équilibre. Donc ça, on le sait, c'est le support. Et puis, il y a deux choses qui sont marrantes, même si c'est un peu anecdotique, c'est que c'est une notion d'équilibre et une notion de symétrie. Il faut, comme ils sont à équidistance du point d'équilibre, enfin du centre, il faut qu'ils aient à peu près le même poids. Et la chose qui est marrante, c'est que s'ils se déplacent, et on va parler beaucoup de déplacement, eh ben, il faut que le déplacement soit symétrique. C'est-à-dire que si les deux avancent d'un pas, ça devrait pouvoir le faire. S'il y en a un qui avance et l'autre recule, je pense que ça peut être plus compliqué. Et on va donc resituer plus sérieusement le problème. On a dit qu'il y avait donc une migration physiologique. Une migration physiologique, ça va être un comportement ni hypotonique ni hypertonique. On peut dire que c'est une utilisation normale du système bucco-dentaire, des activités symétriques ou relativement symétriques lors de la mastication. Donc, des pressions à peu près correctement réparties, pas anormales. Et c'est le vieillissement normal des structures. Si vous avez les dents bien alignées à 20 ans, peu ou prou, je veux dire, il y aura un petit encombrement au niveau antérieur. La migration pathologique, ça va être, comme on l'a vu, ça peut être une faiblesse du support et ou des contraintes anormales. Alors j'ai essayé de détailler plus précisément quelles sont ces contraintes, parce qu'on a parlé d'occlusion, mais ce qu'il faut définir, c'est plus les défauts. C'est-à-dire que toutes les malpositions ne sont pas des défauts. Je considère qu'un défaut, c'est une malposition qui engendre des signes ou des symptômes. Alors ça peut être de l'usure, ça peut être de la mobilité, mais ça peut être un déplacement. Et j'ai fait la différence entre ce que pouvaient être des défauts localisés. J'ai 2-3 exemples. Ça peut être une prématurité, une interférence ou un problème d'évitement. J'ai un cas qui est relativement intéressant parce que c'est un cas d'évitement. Il y a des défauts plus étendus au niveau de l'occlusal, c'est plus la perte de calage, et on en discutera. Et puis, il y a quelque chose qui me semble fondamental, et j'insisterai, c'est plutôt la fin, c'est des défauts de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a parlé de dynamique tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Et on a parlé de cinématique, mais concrètement, je veux dire, c'est extrêmement intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. La mandibule, elle est toujours en mouvement. Et je pense, et on verra, que la qualité de ces déplacements, la symétrie de ces déplacements est certainement important pour maintenir la forme des arcades et le maintien des dents à leur place. Si on parle de migration physiologique, ça a été décrit il y a très très longtemps sur le plan mécanique, même si les mouvements sont plus complexes que ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le grand axe des dents qui est différent de la tangente au cercle qui passe par le centre de rotation. À partir du moment où on a une différence entre ces deux axes, il y a cette petite flèche noire là, qui est une petite force mésialente. Ça a été décrit il y a très très longtemps, et c'est quelque chose qui se produit assez systématiquement quand on déglutit, par exemple. C'est plus compliqué au niveau de la mastication, mais quand on déglutit ou quand on serre, il y a beaucoup de gens qui ont une hyperfonction et qui serrent de façon un peu excessive. Et donc, ça, c'est une réalité, et qu'on le veuille ou non, il y a une petite force mésialente. Alors, j'écarte tout de suite l'histoire des dents de sagesse parce qu'on avait déjà posé la question, est-ce que tu crois que c'est dents de sagesse? On met ça de côté. Il y a plein d'études, celles-là sont anciennes, mais il y a des études encore plus récentes qui laissent penser que la dent de sagesse, elle participe pour une très faible part dans la dérive mésiale. Et il est clair aujourd'hui que leur extraction doit être considérée pas cas par cas et qu'il y a des études qui confirment cette chose-là. Donc ça, on met de côté les dents de sagesse, ça ne aussi pas pour grand-chose. On peut les enlever pour des tas de raisons, des problèmes locaux, certaines malpositions qui peuvent être problématiques, mais c'est pas parce qu'on va enlever les dents de sagesse qu'il y aura plus de dérive mésiale. Donc, ça écarté, qu'est-ce qui peut influencer donc cette petite force mésialente? Il y a les courbes d'occlusion, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que chaque impact occlusal génère donc une pression mésiale, ça c'est ce qu'on vient de voir, mais cette pression est augmentée par 3 facteurs. Un plan d'occlusion trop incliné en bas et en arrière, parce qu'on aura à ce moment-là une différence entre le grand axe des dents et la tangente qui sera majorée. On a une courbe de Spey insuffisante qui revient à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir globalement une bonne courbe de Spey, mais le plan d'occlusion qui est incliné vers l'arrière, ou une insuffisance de courbe de Spey. C'est deux choses un peu différentes, mais ça fait partie des éléments qui peuvent augmenter. Et des parafonctions, mais pas n'importe quelle parafonction, du serrement. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus. Il y a vraiment 2 types de comportements, et en clinique, moi j'ai beaucoup de gens qui me sont adressés, je veux dire, pour un certain nombre de symptômes. Vous avez des gens qui grincent. Alors, vous avez des gens qui grincent, des gens qui serrent. Il y a des gens qui font un peu des deux. Mais globalement, vous avez quand même ceux qui serrent. Vous avez à la fois, je veux dire, une usure, et c'est à
à quoi on le remarque, il y a une usure dentaire. Mais bizarrement, ces gens qui serrent ont très peu de douleurs musculaires. Ils ont des gros masséters, des gros muscles, très peu de douleurs musculaires et pas d'encombrement. Ils ont même des arcades tellement larges qu'il y a souvent des petits diastèmes. Les gens qui bougent vraiment de façon symétrique droite-gauche, vous verrez qu'ils ont des grandes arcades. En revanche, vous avez des gens qui serrent, et les gens qui serrent, alors non seulement ils augmentent la dérive mésiale, puisque la puissance musculaire est plus forte, mais je veux dire, c'est des gens qui vont avoir bien plus souvent des encombrements et de la supraclusie, c'est-à-dire une migration soit vers l'avant avec de l'encombrement, soit vers l'avant et dans le sens vertical avec de la supraclusie. Et c'est un type de comportement qui est assez différent.